Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Christian Jacob. Christian Jacob, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes député UMP de Seine-et-Marne et président du groupe UMP de l'Assemblée nationale. Je vais bien sûr vous parler de la déclaration de Jacques Chirac du week-end, mais d'abord j'aimerais qu'on écoute la réaction de Christine Boutin. Si c'est une personne âgée, je trouve que le respect que l'on doit à l'ancien président de la République fait qu'on ne peut qu'avoir de la compassion. Si c'est une boutade qui est voulue, je trouve qu'elle est quand même de mauvais goût. Si c'est véritablement le choix du président, à ce moment-là, qu'il l'assume complètement. Donc, dans ces trois hypothèses, je trouve qu'on est très, très mal à l'aise. Je trouve pas ça drôle du tout, pas du tout. Alors, quelle est l'hypothèse que vous retenez, vous qui connaissez très bien Jacques Chirac? Tout simplement, ça a été dit, on est dans un cadre convivial, d'une visite d'une expo, et donc c'est une boutade à l'issue de cette visite, de cette inauguration d'expo. Voilà, il faut le remettre dans son contexte. Par ailleurs, Jacques Chirac a toujours dit qu'il se retirait de la vie politique et il n'a pas l'intention d'y revenir. Il l'a encore dit dans les colonnes du Figaro samedi. Et par ailleurs, il s'est toujours opposé aux idées socialistes depuis toujours. Il a fait 40 ans de vie politique en s'opposant aux idées socialistes. Donc voilà. Mais là, on est en Corrèze, dans un cadre convivial, avec un président de conseil général corrézien. Et donc là, on est vraiment dans une boutade et on n'est pas du tout dans une déclaration à caractère politique. Nous ne cherchons pas à faire de la surinterprétation là où il n'y a pas lieu d'en faire. C'est une boutade qui a quand même été prise au sérieux par certains, notamment par Bruno Leroux, député PS de Seine-Saint-Denis, qui était à votre place hier et qui vous pose une question. Ma question, elle est simple, c'est la façon dont, comme responsable politique aujourd'hui, tu peux décrypter ces propos. C'est pas anodin quand on dit que quelqu'un a la stature d'un homme d'État. Moi, je le pense véritablement, mais je voudrais savoir le décryptage que tu peux faire, que vous pouvez faire, Monsieur le Président de groupe, sur ce propos du Président de la République. Je sais pas, est-ce qu'il parle de Nicolas Sarkozy? Parce que Jacques Chirac, justement, dans ses mémoires, dit que Nicolas Sarkozy est un des meilleurs de sa génération. Absolument. Jacques Chirac écrit ça de Nicolas Sarkozy. C'est par ailleurs un homme d'État. À aucun moment, il n'écrit que Nicolas Sarkozy n'est un homme d'État. En revanche, écoutez, j'ai dit que j'allais pas, on va pas commenter. On est dans un cadre convivial, en Corrèze, une boutade, point barre. Cherchons pas à faire de la surinterprétation. Mais quand Jacques Chirac écrit, par exemple, le plus important, c'est qu'avec Nicolas Sarkozy, nous n'avons pas la même vision de la société. C'est pas anodin, c'est pas un commentaire. Non, attendez, je vous invite à lire le livre en détail. C'est 600 pages. Moi aussi. Alors, je suis pas sûr que vous l'ayez lu en entier. Les 600 pages. Ce que je viens de dire n'y est pas? Non, mais sur les 600 pages, vous avez 2 paragraphes qui sont consacrés à Nicolas Sarkozy, ou d'ailleurs Jacques Chirac fait référence lui expressément sur le fait qu'ils ont beaucoup travaillé ensemble et qu'il dit c'est un des meilleurs de sa génération. Oui, il lui trouve des tas de qualités, mais pas celles d'homme d'État. Non, mais écoutez, quand on est élu président de la République, on est homme d'État. Quand on a été ministre de l'Intérieur comme il l'a été, on est homme d'État. C'est une question qui ne se pose pas. Et cherchons pas à faire des mauvaises polémiques et à faire rentrer Jacques Chirac dans un jeu politique qui n'est pas le sien. François Hollande, qui a tout de suite mis ça sur le compte d'une boutade, a dit aussi après réflexion que si le candidat socialiste devait gagner en 2012, ce serait en attirant à lui des électeurs qui ont voté Nicolas Sarkozy en 2007, qui ont été déçus. Bon, c'est une lapalissade. Pour gagner, il faut faire plus de 50%. Jean-Louis Borloo veut une candidature centriste et prétend précisément être en capacité d'attirer ces déçus du sarkozysme. Est-ce qu'il peut être utile à Nicolas Sarkozy? Écoutez, moi je crois pas. Objectivement, parce que je ne crois pas à ces mécanismes ou à ces coups de billard à 3 bandes qui consistent à diviser son camp pour expliquer qu'on le rassemble mieux après. Nous ne sommes pas en conquête de pouvoir, on est dans le cadre d'une réélection où incontestablement Nicolas Sarkozy est le mieux placé pour porter les couleurs à la fois de l'UMP mais de la droite et du centre. Et donc, j'ai un peu de mal. Moi, Dieu sait que j'apprécie beaucoup Jean-Louis Borloo. J'ai beaucoup travaillé avec lui. Il a été 9 ans au gouvernement. Donc, on a été 5 ans au gouvernement ensemble. Ensuite, pendant les 4 ans où il était ministre de l'Environnement, j'étais le rapporteur du texte sur le Grenelle 1. J'étais président de la commission du développement durable. Donc, pour dire si on a eu des vraies relations de travail. Et j'ai du mal à comprendre qu'à 1 an des échéances, d'un seul coup, alors que tout allait bien pendant 9 ans, on veut marquer une différence et d'expliquer que c'est pour faire gagner son camp. Honnêtement, je crois pas. Je crois que c'est les germes de la division et
Il faut que l'on aille, et que les Français attendent de nous, que l'on aille à cette élection unis, rassemblés, avec une plateforme qui porte l'ensemble des sensibilités qui composent la droite et le centre. Jean-Louis Borloo avait aussi annoncé la création d'un groupe centriste autonome à la rentrée. Par la suite, plusieurs députés radicaux, donc des amis de Jean-Louis Borloo, ont fait savoir qu'ils préféraient rester à l'UMP. Est-ce qu'il reste une chance qu'un groupe centriste autonome voit le jour avec les radicaux à la rentrée? Le nouveau centre existe. Maintenant, sur les députés radicaux, ce sera à eux de faire leur choix. Moi, ce que Vous êtes tous les jours, vous les côtoyez tous les jours? Oui, ce jour, il n'y a pas un seul m'a dit qu'il souhaitait quitter le groupe UMP. D'ailleurs, à commencer par Jean-Louis Borloo lui-même. Il vous a dit qu'il souhaitait rester? Il m'a pas dit qu'il souhaitait partir. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, il l'a dit aux Français à la télévision. Écoutez, moi, je n'ai aucune demande d'aucun député du Parti radical qui me dise voilà, j'ai décidé de quitter le groupe. Aucun. En revanche, un certain nombre ont manifesté clairement la volonté de rester. Donc, ils sont responsables, ils prendront les décisions qu'ils souhaitent. Mais encore une fois, on a travaillé, ça fait 10 ans que l'UMP est créée. L'UMP a permis que l'on gagne 3 fois de suite les élections présidentielles. L'UMP a permis que l'on gagne 2 fois de suite les élections législatives. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il faut se diviser? Qu'est-ce que ça va apporter de plus? Certains vous répondront parce que la cote de Nicolas Sarkozy, même si elle est en train de remonter, est encore très basse. Oui, mais enfin, écoutez, moi je pense que tout d'abord, il faut, vous savez, une campagne, ça se mène avec différents temps. Donc là, on est dans le temps de la valorisation de l'action politique. D'ici la fin de l'année, et on voit bien les premiers résultats économiques très probants. Les résultats du premier trimestre, on a gagné 1 point de croissance, c'est 3,5% des emplois manufacturés, c'est-à-dire il y a 10 ans qu'on n'avait pas été en création nette d'emplois sur les emplois manufacturés. C'est 1 point d'augmentation des exportations. Donc on voit que la politique menée porte ses fruits, beaucoup mieux que chez nos concurrents. Donc qu'est-ce que ça peut apporter aujourd'hui à la droite et au centre de vouloir se diviser? Si ce n'est un concours d'ego ou de dire voilà, j'existe et je veux marquer mon territoire. Certes, mais l'intérêt général doit passer avant cela. On voit que vous êtes un farouche défenseur de Nicolas Sarkozy et de la politique parce du gouvernement. Oui, parce qu'on a un bon bilan, on a mené une action. Vous avez dit par ailleurs que si vous proposez d'entrer au gouvernement à l'occasion des mouvements qui vont sans doute avoir lieu dans les prochaines semaines, notamment si Christine Lagarde est nommée patronne du FMI, vous refuseriez. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas être ministre? Parce que je suis bien à l'Assemblée. Tout d'abord, je pense que je suis utile en étant président du groupe UMP à l'Assemblée. J'ai fait ce choix il y a 2 ans. J'avais refusé de rentrer au gouvernement en expliquant déjà que d'être ministre de l'Industrie. J'avais refusé en considérant que mon rôle, j'étais 5 ans ministre. J'ai adoré et j'ai exercé de formidable responsabilité dans un cadre passionnant, mais là j'ai envie d'être à l'Assemblée sur cette législature. Puis je pense qu'on ne manque pas de candidats pour être ministre de manière générale. L'ancien ministre socialiste de l'Intérieur Daniel Vaillant vient de faire un rapport dans lequel il propose la légalisation contrôlée des drogues douces. Et en réponse, le député de Seine-Saint-Denis Éric Raoult, qui est UMP, a fait circuler une pétition pour empêcher que cette légalisation contrôlée intervienne. Quelle est votre position sur la question? Je suis complètement opposé à la dépénalisation des drogues douces. C'est une légalisation contrôlée, c'est un peu différent. Oui, mais enfin, ça revient quand même à la dépénalisation. En gros, il explique qu'on a la législation la plus dure, la politique la plus répressive et le nombre de consommateurs le plus important d'Europe, ce qui est un vrai problème. Non, mais le constat que je fais, c'est que tous les gens qui sont consommateurs aujourd'hui, c'est pas parce que vous allez fumer un joint que vous allez obligatoirement passer aux drogues dures. En revanche, tous les gens qui sont consommateurs de drogues dures ont toujours commencé par ces drogues dites douces. Et qu'est-ce que veut dire une drogue douce? Moi, je suis à la fois contre la dépénalisation et contre la légalisation. Dans les pays où la légalisation a été mise en place, notamment dans les pays d'Amérique du Sud, ça a été souvent pour des raisons économiques. Absolument. Alors là, nous, le contexte n'est pas un contexte économique, c'est d'abord un contexte de santé. Sauf que dans les cités, c'est aussi une économie souveraine. Oui, mais c'est un contexte de santé humaine, et au nom de quoi, après avoir interdit de fumer dans les lieux publics, on va maintenant s'engager dans une dépénalisation, parce que c'est une manière détournée de l'aborder, mais c'est quand même à cela que ça revient. À partir du moment où on légalise, on dépénalise. Donc comment faut-il faire pour rendre la politique plus efficace? Plus de répression? Continuer l'accompagnement,
C'est-à-dire que les centres d'accompagnement pour les consommateurs aujourd'hui... On ne met pas les fumeurs de joint dans des centres. Non, 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 mais il n'empêche... On a mis les moyens. Non, non, mais il s'agit pas de ça. Il s'agit que, de la même façon qu'on le fait sur le tabac, qui présente peut-être moins de risques, je crois, même si je suis pas un expert en santé humaine, mais semble-t-il moins de risques que ce que l'on appelle encore une fois de manière mal appropriée les drogues douces. On a aujourd'hui beaucoup d'accompagnement pour aider au sevrage. Eh bien, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, et aussi sur toutes les actions de prévention en direction des jeunes, parce que c'est là que c'est catastrophique. Fumer un joint à 12 ans ou à 13 ans, ça a des conséquences catastrophiques. Et expliquer qu'on légalise la vente, comment vous allez faire pour expliquer aux enfants ensuite que c'est dangereux? C'est incohérent. C'est pour les adultes. Dernière question. Oui, mais enfin, comment on explique aux jeunes que c'est dangereux si on l'autorise pour les adultes? Dernière question à laquelle je vous demanderai une réponse courte, s'il vous plaît. Le député du Tarn UMP, Bernard Carayon, a fait signer une centaine de députés de tous bords pour inciter Air France à acheter plutôt des Airbus que des Boeing pour ses prochains équipements. Pierre Lelouch l'a approuvé, mais François Baroin dit que c'est contraire aux règles de la concurrence. Qui a raison? Il y a un cadre concurrentiel qui existe, et François Baroin a raison de rappeler les règles. En revanche, qu'il y ait un peu de patriotisme européen, en l'occurrence, c'est pas, non, je signe jamais aucune pétition. Vous resterez neutre. Mais qu'il y ait du patriotisme européen, c'est plutôt sain et de bonne loi. En revanche, bien évidemment, ça ne peut se faire que dans le cadre communautaire et dans les règles existantes, c'est évident. Christian Jacob, je vous remercie. Merci à vous. Bonsoir et à demain pour un nouveau Talk Orange, Le Figaro.